La parole est à Win Normandie. Bonsoir. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux un vendredi soir pour parler de... Oui, pour écouter et pour parler sur la physique quantique. Donc je vous remercie d'être venus ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie S, présidente de Win Normandie, donc Women in Nuclear, une association qui défend la mixité des femmes dans le nucléaire. Et on travaille aussi sur la vulgarisation des sciences et des domaines scientifiques. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet Win France, parce qu'on est une antenne Normandie dans Win France, mais aussi sur la page LinkedIn. Donc n'hésitez pas à suivre notre page pour avoir toutes les actualités, toutes les infos sur toutes nos conférences et toutes nos interventions. Voilà. Je passe la main à Simon Nicolas, le directeur du PETA. Merci à tous encore une fois d'être fidèles au poste pour nombre d'entre vous pour nos conférences du vendredi soir. Ce soir, on a l'immense privilège d'accueillir Xavier Sarrazin. J'ai pris des notes parce qu'il a un nom de laboratoire compliqué. Donc, Xavier Sarrazin est directeur de recherche au CNRS, l'Agence nationale de la recherche scientifique, et il est donc directeur de recherche au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie. Rien que le nom, là, ça fait rêver. Il travaille entre autres sur le projet Daylight, déviation de la lumière par la lumière dans le vide. Je vais pas essayer de vous expliquer parce que je crois que c'est l'objectif de la conférence. Mais en soi, c'est des sujets qui font rêver. Le vide, de quoi il fait le vide, comment il fonctionne. Moi, j'attends le début de la conférence avec impatience. Comme d'habitude, à la fin de la conférence, il y aura un temps de questions. Et puis ensuite, on se retrouvera à l'étage pour un petit pot convivial et échanger avec le conférencier et entre nous pour dans un moment plus convivial et moins formel que les questions en conférence. Je vous cède la parole. Merci. Alors, je sais pas, j'ai peut-être... Est-ce que j'ai besoin du gros micro ou celui-là? Oui. Le gros micro, c'est pour la salle, et le petit micro, c'est pour la vidéo. Très bien. Alors, bonsoir. Déjà, grand merci d'être venus si nombreux ce soir. Je suis ravi. J'apprécie vraiment. Alors, donc, je suis avant tout un physicien expérimentaliste. Je fais des expériences, et plus précisément, depuis 8 ans, j'ai démarré une expérience, une idée, qui peut paraître un peu farfelue, difficile, et cette expérience cherche à étudier ce qu'est le vide, et pour étudier ce qu'est le vide, on va essayer de le tordre, de le déformer, mais avant tout, il faut savoir ce que c'est que le vide, et donc l'objectif de cet exposé est de vous essayer en un temps court, d'essayer de vous expliquer comment les physiciens aujourd'hui se représentent le vide, comprennent de ce qu'est le vide. Et je vais faire une approche un peu historique au départ, pour vous montrer que c'est un long cheminement, qui ont amené à deux descriptions très différentes du vide, qui sont les deux grands piliers de la physique, celle d'Einstein et puis celle de la physique quantique. Et je vais vous montrer en quoi ces deux descriptions peuvent peut-être se réunir pour résoudre beaucoup de problèmes, enfin de grandes énigmes de physique aujourd'hui. Voilà. Alors, avant tout, ce que je souhaite, c'est vous définir ce qu'on peut déjà... Il faut d'abord définir ce qu'est le vide. Eh bien, le vide, pour les physiciens, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Voilà, c'est la plus simple des définitions. Et donc, quand on a tout enlevé, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Donc déjà, on enlève, si on est en labo, on enlève les clés, les machins. Et puis après, il reste l'air. Et puis, on pompe et on retire l'air qui reste. Et quand on a enlevé tous les gaz qu'il y a autour de nous, eh bien, normalement, il n'y a plus rien. Et c'est ça qu'on appelle le vide. Et je vais vous expliquer qu'en fait, il reste encore beaucoup de choses. Alors, actuellement, le vide... voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui en laboratoire et voilà l'état des vides dans la nature. Alors, ici, dans le Cotentin, l'air ambiant, dans 1 cm3, il y a beaucoup d'atmosphère, il y a beaucoup d'air, et il y a environ 10 milliards d'atomes dans 1 cm3. Donc c'est déjà très rempli. Alors, typiquement, dans les expériences, ce qu'on appelle les enceintes à vide qu'on a dans notre laboratoire, pour mon expérience par exemple,
on arrive en pompant, alors c'est des aspirateurs beaucoup plus perfectionnés, mais c'est le même principe, on aspire, et on arrive à atteindre un niveau à peu près de 1 milliard d'atomes par centimètre cube. Ça peut vous sembler beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que le nombre initial. Donc on commence à être déjà dans des vides très poussés. Alors actuellement sur Terre, le vide le plus poussé dans un volume incroyablement grand, c'est au CERN, à Genève, dans un grand anneau d'accélération et de collision de particules de très haute énergie. C'est un anneau qui fait un peu plus que 30 km de circonférence. Et à l'intérieur, il y a un tube de section pas très grande, mais ça fait quand même un très grand volume. Et ils descendent à des vides incroyablement très poussés, où il ne reste plus que 1 million d'atomes résiduels par centimètre cube. Alors, ils n'arrivent pas à pomper plus, mais c'est déjà énorme. Le record en laboratoire, c'est vraiment très approximatif parce qu'on est à des niveaux, c'est très difficile de savoir ce qui reste. Parce que c'est pas facile d'arriver à mesurer ce nombre d'atomes résiduels. On est allé, on va dire, à peu près à 10 000 atomes par centimètre cube. Alors, en fait, maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que là, on parle de chez nous, sur Terre, mais en fait, le monde, l'univers, est essentiellement vide. On n'est pas du tout représentatif du monde autour de nous ici. Et en fait, l'univers est vide, essentiellement vide. Alors, au niveau de la galaxie, alors nous, non, c'est pas notre galaxie évidemment, s'il n'y aurait pas la photo, mais voilà, typiquement notre galaxie ou une autre, dans la galaxie, au milieu, il y a des étoiles, et entre les étoiles, ce qu'on appelle le milieu galactique, il y a à peu près 1 atome par centimètre cube. Il en reste 1 à peu près. Et finalement, c'est encore un peu beaucoup. Pourquoi il y en a 1? Parce qu'il y a encore des gaz qui sont en train de se former, de tomber vers la galaxie. Et si on sort de la galaxie, et on est dans ce grand infini qu'on appelle le milieu extragalactique, qui est l'essentiel du volume de l'univers, c'est essentiellement du grand vide, où il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de galaxies, et c'est ce qu'on appelle le milieu extragalactique, et c'est essentiellement tout l'univers, et c'est à peu près 1 atome par 4 mètres cubes. Donc maintenant, vous prenez 4 mètres cubes, c'est-à-dire un peu plus que 1 mètre cube, hein, voilà. Et là, il ne reste plus qu'un atome. Et en fait, c'est même plus un atome, c'est un proton, enfin c'est pas grave, c'est une particule qui se balade, comme ça, voilà, qui arrive de galaxies, et puis qui traverse le milieu intersidéral. Voilà. Et donc tout ça pour dire, finalement, le monde autour de nous, c'est surtout du vide. Et c'est ça qui est stupéfiant, c'est que c'est du vide, et donc tout vient du vide. Et donc ce sujet du vide, pour le physicien, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, le premier être humain, il y a peut-être eu un animal qui l'a fait avant, ça on n'en sait rien, mais le premier être humain connu, en tout cas, à avoir pu créer du vide, eh bien c'est Torricelli, en 1643 en Italie. Il travaillait sur les histoires de pompage d'eau, et il a inventé le tube à mercure, et tout simplement, il a pris du mercure, parce que c'est lourd, donc ça tombe facilement, c'est liquide, puis il l'a mis dans un tube en verre transparent, et puis il l'a retourné, et je ne sais pas si vous savez ou pas, mais ce mercure tombe, et puis il y a l'air de l'atmosphère qui appuie de l'autre côté, qui le retient, donc ça ne se vide pas, ça s'équilibre, c'est ce qu'on appelle le baromètre. Torricelli est l'inventeur du baromètre, mais lui, son intérêt, c'était de comprendre ce qui reste là. Ça descend, là c'est fermé, c'est tout est étanche, il n'y a plus rien. Et son objectif, c'était de dire, ça va descendre, tomber, il ne restera plus rien. J'aurai tout retiré. C'est-à-dire, j'aurai créé du vide. Et c'était la grande question à l'époque déjà, qui était avant tout des questions métaphysiques, depuis les Grecs, surtout des questions religieuses. La religion disait, le vide n'existe pas, puisque Dieu est partout. Donc, si vous créez du vide, vous êtes c'est un blasphème. Donc, c'était interdit. Il faut savoir que Torricelli a fait ses premières expériences, ces expériences-là, cachées. Et ensuite, il ne pouvait pas dire que c'était du vide, donc il n'a rien écrit, et c'est Blaise Pascal le premier qui a écrit des ouvrages là-dessus. Et parce qu'il avait une plus grande liberté en France. Et sa première surprise, en fait, ça peut nous surprendre nous aujourd'hui, mais c'est que le vide est transparent. Pourquoi? Parce qu'à nouveau,
pour eux, enfin l'Église en tout cas, disait, vu que Dieu est partout, le vide, ce n'est pas possible. Donc si jamais vous arrivez à faire du vide, ça sera noir, parce que Dieu c'est la lumière. Donc on a tout enlevé, donc il n'y aura pas de lumière. Et aussi, Torricelli, le premier à penser ça, la lumière ne passera pas dans le vide. S'il y a le vide, il n'y a plus rien ne passe. Vous savez probablement, si là on fait le vide, on ne s'entend plus. Pourquoi? Parce que les vibrations d'air qui sont l'onde sonore ne se propagera plus. Eh bien eux, pareil, se disaient, la lumière non plus se propagera plus, il n'y a plus rien. Le vide, c'est le grand néant. Et donc sa surprise, ça a été, c'est transparent. C'est-à-dire, si c'est transparent, c'est que la lumière passe à travers. Et c'est devenu, à partir de là, non seulement un sujet d'étude scientifique, enfin le vide n'est plus une question métaphysique, religieuse, idéologique, ce que vous voulez. Non, c'est un sujet d'étude scientifique, on sait produire le vide, et à partir de là, on va commencer à l'étudier. Et la deuxième conséquence, et vous allez voir, c'est tout le cheminement non exposé, c'est que la lumière se propage dans le vide, et c'est une grande question. Et tout le chemin après va être de ça, la lumière, le vide, et toutes les conséquences qui vont en découler. Alors, ensuite, on va dire 50 ans après, un autre grand physicien, Newton, lui s'intéresse à la gravitation, et il est connu entre autres pour établir cette loi universelle de la force de gravitation, qui est une loi universelle, qui est vraie pour tous les astres, partout. C'était sa force d'attraction, pourquoi la force qui attire la pomme qui tombe sur Terre. Et première merveille, il y a une loi universelle, mais surtout le grand questionnement et question de Newton à l'époque, et les débats qui ont découlé, c'était comment cette force peut s'exercer à distance. En effet, si je lâche ma pomme, ce n'est pas une pomme, mais bon, elle va tomber et pourtant attirée par la Terre, mais pourtant la Terre, elle n'a pas de main pour aller chercher la pomme. C'est vraiment à distance, c'est comme un peu magique. Et c'est également le cas dans le vide. Cette force s'applique dans le vide. Et donc Newton lui-même disait, voilà, j'ai expliqué la loi qui établit la force, mais je n'ai assigné nulle part la cause de cette gravitation. C'était le grand mystère, c'est comment il est possible qu'il y ait une force d'action, une action à distance, sans aucun contact, à travers le vide. Ça veut dire, il était le premier à dire, il y a quelque chose dans le vide pour que je puisse, ou que la Terre puisse attirer ma pomme. Alors, le suivant qui arrive dans ma chronologie, c'est Faraday, un autre grand physicien, peut-être moins connu, par la cage de Faraday. Et alors lui, c'est un autodidacte, il faut voir qu'il a appris tout seul la physique. Et ça a été le grand physicien qui a tout établi, les lois de l'électricité et du magnétisme. Et ce qu'il a compris, lui, ce qu'il a réalisé, c'est ce que j'essayais de vous illustrer par cette figure, ici, cette photo, c'est que, comme vous le savez, si je place un aimant et puis je prends une aiguille de fer, un trombone, je peux l'attirer à distance. Donc à nouveau, on est déjà dans le même questionnement. Les forces magnétiques ou les forces électriques sont des forces à distance et qui s'appliquent même dans le vide. Et lui, ce qu'il remarque, ce que Newton ne pouvait pas faire en faisant même tomber plein de pommes, ce qu'il remarque, c'est qu'en prenant par exemple de la maille de fer, parce que vraiment historiquement c'est ça, eh bien, il découvre qu'il y a comme ça des chemins. C'est-à-dire, je place mon aimant dans le vide, et puis, même si c'est de l'air, mais de le vide, et puis je mets des mailles de fer, et là, Faraday voit apparaître des dessins comme ça. Et ce qu'il dit, il dit, je sais toujours pas ce qu'il y a dans le vide, mais par contre, il y a un truc incroyable, mystérieux dans le vide, et il va appeler ça le champ ici, le champ magnétique, ou bien si on utilise des charges électriques avec une pile, par exemple, le champ électrique, il y a dans le vide un champ, ici, magnétique, qui fait que dès que je mets une petite charge magnétique, une maille de fer, hop, elle va voir ce champ qui est dans le vide, qui est là, généré par cet aimant, et qui va donner des directions de force. Et donc, ça c'est la grande avancée ensuite, c'est de dire, au moins ce que je sais maintenant, à cette époque-là, c'est qu'il y a des champs qui vont donner des directions de force. Dès que je mets un aimant, dès que je mets une charge électrique, ou dès que je mets une masse, la Terre pour la gravitation. Et puis le dernier, je crois, dans mon historique, ça va être Maxwell, qui arrive quelques années après. Lui, c'est avant tout un théoricien, un mathématicien,
Et il va comprendre essentiellement une chose, grâce à ces fameuses équations, que tout étudiant en physique a appris, c'est que le champ électrique, le champ magnétique, ce sont deux choses complètement liées. Et il va comprendre, grâce à tous les travaux de Faraday, que dans le vide, ces deux champs sont complètement reliés, et que ce vide, c'est comme si le vide était rempli de charges électriques, et puis rempli de courants, de boucles de courant. Et à partir de ça, il comprend que la lumière, c'est avant tout une onde de champ électromagnétique qui se propage. Alors, on m'a dit, je m'adapte à un niveau 0, et j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est donc que la lumière comme une onde électromagnétique vue par Maxwell et vue aujourd'hui par les physiciens qui s'intéressent à la lumière, les opticiens. Alors, c'est un champ électrique, donc par exemple une pile, et puis un champ magnétique, comme je vous l'ai représenté avec l'image de Faraday tout à l'heure. Et puis, bon, ils sont perpendiculaires, ça on s'en moque. Et en fait, la lumière, c'est quoi? C'est ça, c'est comme si c'était un petit aimant et une petite pile, et qui avance. Et cette lumière avance très vite. Elle avance à une vitesse de 300 000 km par seconde. Elle va de la Terre jusqu'à la Lune en 1 seconde. C'est ce qui se fait actuellement avec des lasers très puissants qui envoient de la lumière sur la Lune, qui revient, et on mesure comme ça la distance Terre-Lune, c'est étonnant, et l'aller-retour fait 2 secondes. Donc la lumière va très vite, 300 000 km par seconde, et quand elle se propage, eh ben, il faut imaginer, c'est comme si c'était une petite pile et un petit aimant, et quand ça avance, ça bascule. La pile bascule dans l'autre sens, l'aimant dans l'autre sens, et puis ça rebascule, et puis ça bascule comme ça va très très vite, à 300 000 km par seconde, alors attendez, hop, ça a une forme comme ça on dit ça oscille, et là vous reconnaissez la vague, la corde qui vibre d'une guitare, c'est ce qu'on appelle une onde. Donc c'est une onde électromagnétique, et alors à titre d'exemple, la lumière verte, c'est une onde comme ça, ici évidemment vert, qui oscille, ça oscille à 600 000 milliards d'oscillations par seconde. C'est énorme, ça va très très vite. Donc ça oscille très vite, ça va très vite, et puis la longueur de la vague correspond à la couleur. Donc par exemple le vert, cette longueur de vague, elle n'est pas aussi grande que sur l'écran, elle ne vaut que 500 nanomètres, c'est-à-dire la taille de quelques centaines d'atomes. Et puis le bleu, les longueurs de vagues sont plus petites, et le rouge plus grand. Voilà. La couleur correspond à la longueur de vague, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les couleurs, la lumière va toujours à la même vitesse. Alors voilà où on en est, fin du 19e siècle, on va dire en 1890, 1895. Les physiciens sont ravis, ils pensent avoir compris le monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris la lumière, et la lumière c'est quand même magique. Et ils se disent, voilà, maintenant je sais ce que c'est que la lumière, c'est mon petit dessin ici, je me suis amusé à faire ça pour vous. Et c'est ça, la lumière, et c'est dans le vide. Et donc, ces petits piles et ces petits aimants, là, il y a un support, pour que ça se propage, il y a un support, peut-être des charges électriques, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vide, mais ça permet à cette vague, à cette onde de se propager, avec des champs électriques et magnétiques qui vibrent. Et ce milieu, très bizarre, qui est le vide, il l'appelle l'éther. L'éther, parce que du grec pour le mot lié à la lumière. Alors, la question qu'on se pose, c'est si c'est un milieu, eh bien normalement, si l'éther, le vide, est un milieu physique, comme on le conçoit, comme un gaz, comme un liquide, ou comme une piste d'athlétisme, si la lumière se déplace dans ce milieu, comme si c'était matériel, mais ça ne l'est pas, c'est le vide, je dois arriver à me déplacer relativement par rapport à la lumière et mesurer une vitesse de la lumière différente si je suis à l'arrêt ou si je cours à côté de la lumière. Donc pour schématiser ici, l'éther c'est la piste d'athlétisme, la lumière c'est Usain, et qui va très vite, c'est pour ça que j'ai choisi. Et bien là, si je suis à l'arrêt comme ça, je mesure sa vitesse à peu près 40 km/h en pointe, 46 je crois, en pointe. Et par contre, si j'essaye, je cours à côté de lui, si je vais même si j'arrive à aller aussi vite que lui, j'aurai l'impression qu'il est à une vitesse nulle par rapport à moi. Donc, selon ma vitesse par rapport à lui, je ne vais pas mesurer la même vitesse de course de Usain.
Et alors, bon, je dis, ok, c'est stupide comme question. Eh bien, les physiciens, dans ce cas-là, ils se posent cette question-là et ils y vont, ils font une expérience. Et donc, il y a Michelson et Morley, très célèbres pour physiciens, qui en très long, 1880 à 1887, même après, ça n'a pas suffi, il a encore fallu des dizaines d'années pour vraiment confirmer les mesures, c'est 20 ans de travaux à l'époque. On fait cette expérience d'essayer de mesurer, avec ce qu'on appelle un interféromètre, je ne vais pas en parler, mais d'essayer de mesurer la vitesse de la lumière façon relative, et l'astuce c'était de dire, la Terre elle tourne sur elle-même, autour du Soleil et sur elle-même, et donc, selon, je fais la mesure de la lumière qui passe ici, dans le vide, mais moi je tourne la Terre, et selon, si je tourne dans ce sens-là, la lumière qui va là, je vais dans le même sens qu'elle, mais si la lumière va dans l'autre sens, je vais en vitesse opposée et elle va aller plus vite. Et donc, en gros, ils mesurent la vitesse de la lumière selon que la lumière va dans le même sens que nous de rotation de la Terre ou dans l'autre sens. Et grâce à ça, ils peuvent avoir 30 km par seconde de différence par rapport à 300 000 km par seconde. Parce qu'évidemment, la lumière va très vite. Donc, il fallait trouver un moyen d'aller quand même très vite par rapport à cette lumière. Eh bien, nous, juste là, c'est quand même 30 km par seconde. Là. On s'en rend pas compte, évidemment, heureusement. Et alors, ils étaient persuadés qu'ils allaient mesurer une vitesse différente. En fait, ils n'en savaient rien, mais ils étaient un peu convaincus. Et la grande surprise, c'est qu'ils ne mesurent aucune différence dans cette vitesse de la lumière. C'est la même. Si je me déplace dans le sens de la lumière ou dans l'autre sens, je mesure toujours 300 000 km par seconde. Et puis, il y a une précision, aujourd'hui, très très élevée. Alors, là, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire que le vide est décidément un milieu très bizarre, parce que c'est un milieu dans lequel la lumière se propage, mais je ne peux pas avoir de mouvement relatif par rapport à ce milieu. C'est pas le cas d'un gaz, de l'air. Quand je fais du vélo, on sait que j'ai un mouvement relatif par rapport à l'air, parce que s'il y a du vent, même en plus, c'est dur. Eh bien, le vide, non, je peux pas avoir de mouvement relatif par rapport à ce vide. Et alors, je vais être très précis, je ne peux pas avoir de mouvement relatif quand je vais tout droit, toujours tout droit, à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle un déplacement rectiligne, tout droit, et uniforme, à vitesse constante. On va être très précis, vous allez voir pourquoi. Et, grande question, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi? Mais alors c'est quoi ce vide, etc. Il y en a, ils disent, mais non, vous êtes trompé, Morley Michelson, d'autres, non, je suis sûr, enfin bon, ça dure. Et puis pendant ce temps-là, il y a Albert Einstein, que vous connaissez, qui crée la première révolution dans cette histoire-là, et qui en 1905 s'embête pas, il dit je comprends pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais postuler que la vitesse de la lumière est constante. On ne comprend pas pourquoi, est-ce qu'en fait c'est dû à autre chose, des contractions, des trucs. Je vais dire que la vitesse de la lumière est constante. Et en établissant ça, en postulant ça, tout devient beaucoup plus simple pour lui mathématiquement, et il comprend d'un seul coup qu'en fait, la lumière apparaît une vitesse constante parce qu'en fait, on vit dans un espace, mais qui est lié au temps, c'est un peu compliqué, et il définit ce qu'on appelle l'espace-temps. Il dit en fait, le vide, c'est quoi? C'est avant tout une géométrie, un truc, il y a des axes, je peux aller vers là ou vers là, et puis il y a un temps, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B, il faut du temps. Et qu'est-ce qui va définir ces unités de longueur et de temps? C'est la vitesse de la lumière, parce que c'est une constante absolue. C'est la constante universelle. Et c'est la vitesse de la lumière qui va définir le temps que je mets pour aller d'un point à un autre, et pour aller d'une distance à une autre, cette distance elle-même est établie par la vitesse de la lumière. Et donc, en fait, on vit dans ce qu'il a appelé l'espace-temps. Et la conséquence incroyable, c'est que quand je vais de plus en plus vite et que je me rapproche de la vitesse de la lumière, qui est une limite indépassable, cet espace, donc lui il ne dit plus vide, il dit un espace-temps. C'est un vocabulaire différent, mais c'est une façon de voir très différente. C'est une vision très mathématique, géométrique, et plus physicien. Là, c'est ma critique personnelle. Et ce qu'il dit, il dit, voilà, maintenant, si je vais de plus en plus vite, le temps va ralentir, les longueurs vont se contracter, l'espace va se contracter, le temps se dilate, etc. Et c'est pour ça que ma lumière est toujours constante. Et puis, là, il se dit, parce que physicien, on se pose toujours plein de questions,
Et il se dit, mais maintenant, au lieu de me déplacer à vitesse constante par rapport à la lumière, si maintenant j'accélère. Alors accélérer par rapport à aller constante, il y a des forces, mais bon. Et surtout, pourquoi il se pose cette question? Parce qu'il sait que accélérer, c'est comme tomber. Je vous invite pas à faire cette expérience-là, mais si vous sautez dans le vide, eh bien, ce que vous allez vous apercevoir, c'est que vous allez accélérer, accélérer, accélérer. Et Einstein savait que la gravitation, il avait compris de Newton, ce que Newton n'avait pas encore compris, c'est que la gravitation, ce n'est que de l'accélération. Et donc il se dit, bah alors, quand je tombe, et on ne fait que tomber, la Terre tombe continuellement dans le Soleil. Pourquoi on tourne autour du Soleil? C'est parce qu'on tombe, mais qu'on a cette force centrifuge qui nous expulse dans l'autre sens. Et on tombe. La Lune tombe sur nous. On est tous liés gravitationnellement. L'univers, ce n'est que ça. Les étoiles, les planètes, tout ça, c'est lié gravitationnellement. C'est cette force qui domine. Donc, il y a toujours de l'accélération. Donc, il se dit, mais alors, cette vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Et alors, ce que les gens savent peu, même des collègues à moi, c'est que les premiers travaux, les premiers articles de Einstein à ce moment-là, il dit, bah mince, la vitesse de la lumière ne doit pas être une constante. Et moi, je veux continuer de supposer, postuler que c'est une constante. Et donc, ce qu'il va faire, il va dire, bon, bah, je continue, je postule que la lumière reste constante, même quand ça tombe, même quand je passe au voisinage de la Terre, et je tombe, même quand la lumière passe au voisinage d'une étoile, et qu'elle met à tomber, la lumière va toujours à la même vitesse. Il le postule. Et il dit, voilà, alors pourquoi elle reste constante? Eh bien parce que l'espace-temps, donc lui il en est là dans le vide, c'est ça pour lui, c'est un espace-temps, c'est une carte comme ça, l'espace avec des temps, des chronomètres, eh bien est déformé dès qu'il y a de la gravitation. Et c'est le premier grand résultat, cette première révolution, ce premier chemin, c'est la description de Einstein du vide. Eh bien lui il s'intéresse le vide dès que les choses tombent, c'est-à-dire essentiellement dans l'univers, les galaxies, les étoiles, les planètes, tout ça. On est plongé dans un vide qu'il appelle un espace-temps, qui se met à être déformé, courber les espaces, dilater le temps de cet espace, dès qu'il y a de la gravitation. Alors la conséquence, c'est de dire, et ça c'était Eddington, enfin c'est la première prédiction d'Einstein, une théorie n'est valable que si je prédis quelque chose. Vous allez voir, ma théorie est juste parce que je vous prédis que la lumière, au lieu d'aller tout droit, si elle passe au voisinage d'une étoile, par exemple le Soleil et nous la Terre ici, si la lumière d'une étoile passe au voisinage de notre Soleil, elle va tourner, elle va tomber. Pourquoi elle tourne? Parce qu'elle va suivre un espace-temps courbé. C'est-à-dire que moi là je vais tout droit. Eh bien, s'il y a une gravitation qui commence à être forte, ben je vais me mettre à tourner parce que l'espace est courbe. Alors, moi personnellement, ça n'a pas de sens, c'est que des maths, ça c'est de la géométrie. Mais voilà comment il avance. Et il dit, voilà, c'est ça que je prédis avec tel angle pour le Soleil, etc. Et ça, il le prédit en 1916. Et en 1919, il y a Eddington qui fait une expérience et qui observe une étoile lointaine pendant une éclipse derrière le Soleil et qui arrive à mesurer cette déflexion de la lumière par le Soleil, exactement ce phénomène-là. Et c'est la validation que la théorie d'Einstein, en tout cas sa description du vide, fonctionne pour la gravitation. Tout est comme si le vide, c'est une matrice d'espace et de temps qui est déformée, courbée dès qu'il y a de la gravitation. Et l'équation d'Einstein fonctionne. Alors, c'est les grands succès. Ça, c'est un autre exemple de ce qu'on... Alors, excusez-moi, mais ça, c'est l'effet de lentille. La lumière qui est déviée, c'est exactement vos lunettes, c'est exactement ça. Vous voyez flou, je mets les lunettes, je vois net. Pourquoi? Parce que ces lunettes vont tourner la lumière et je mets à voir plus net. Donc, c'est une lentille ou une loupe. Alors, on appelle ça des lentilles, mais gravitationnelles, pas des lentilles optiques à 2000. Mais voilà. Et donc ça, c'est un exemple. Alors là, c'est carrément fou. Ce sont des galaxies. Et on regarde des étoiles derrière, d'autres galaxies, derrière, qui sont déviées. La lumière est déviée. Et donc, elle va dans un sens, elle va dans l'autre, elle va partout, et elle revient au même endroit. Et donc, on voit d'une seule galaxie, on le voit comme si c'était un cercle d'effet d'optique. Et pourquoi? Parce que
des galaxies devant, courbent, déforment le vide, c'est-à-dire l'espace-temps pour Einstein. Donc si on résume cette première, j'appelle ça révolution d'Einstein, mais première façon de voir le vide, eh bien pour Einstein, le vide, c'est un espace-temps, c'est une matrice géométrique, et qui est déformée par la lumière, par la gravitation, pardon. La lumière va se courber. Alors, est-ce que cet espace-temps est une réalité physique? Non, en fait. Même lui, après, va passer ses années après à dire « En fait, j'ai toujours rien compris, parce que je vois toujours pas ce qui se passe dans le vide. » C'est un peu un échec, mais non, c'est pas un échec parce que ces équations fonctionnent, ça marche très bien, mais on n'a toujours pas compris ce que c'est que le vide. Alors, une autre grande conséquence quand même, c'est que d'autres grands mathématiciens, Lemaitre, Friedman, Robertson, Walker, tout ça dans les années 20, complètement indépendamment, réalisent que la solution d'Einstein, c'est maintenant on regarde l'univers. Je regarde plus une galaxie ou une étoile, un soleil, mais maintenant je regarde l'univers dans son ensemble. C'est une distribution de plein de masses. Et c'est même moi je suis pas sûr de comprendre les articles, hein, mais cette solution est instable. Ce qu'ils voient mathématiquement, ils disent mais ça marche. La conséquence du modèle de Einstein, c'est que si maintenant j'ai un univers infini, eh bien cet espace-temps de Einstein, il doit se dilater. Parce que j'ai de la masse qui le fait qu'il se dilate. Et ça s'appelle, ce que vous connaissez, vous avez dû entendre parler, on dit toujours, l'univers s'expand. Il y a une expansion de l'univers. En fait, non, c'est rien, l'univers s'expand. Il y a la représentation qu'on a du vide dans lequel est notre univers, cette représentation géométrique de l'espace-temps gonfle. Et au départ, c'est des prédictions mathématiques uniquement. Et là, il y a une mesure qui est faite dans les années 20, par un astronome, Hubble, un grand, c'est le premier à l'observer, qui observe que plus une étoile est lointaine, plus la lumière qu'émet cette étoile tend vers le rouge. Alors, une étoile proche, alors on regarde, concrètement, on regarde un rayonnement qui émet toujours à la même couleur. Une raie, je sais pas, hydrogène, un rayonnement d'un fer, etc. Et qui émet, alors bon, dans mon schéma, on va dire bleu. Et puis je regarde une étoile plus lointaine, ça devrait être les mêmes atomes, c'est la même physique, ça devrait émettre bleu. Et ce qui s'aperçoit, c'est qu'une étoile plus lointaine n'émet pas dans le bleu, mais dans le vert. Et puis une étoile encore plus lointaine dans le rouge, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Plus une étoile est lointaine, plus la lumière qu'elle émet s'étire, les tailles de vagues. Et ça, c'est exactement ce qu'ont prédit nos 4 physiciens d'avant, Lemaitre, Friedman, Robertson et Walker, qui ont dit, normalement, si Einstein a raison, son espace-temps, là, sa géométrie, ça doit toujours gonfler. On ne sait pas pourquoi, mais ça doit gonfler. Et c'est le cas, c'est ce qu'observe Hubble. Pourquoi? Parce qu'il dit, en fait, c'est ça, c'est parce que les vagues s'étirent, parce que les longueurs s'étirent, l'espace s'expand. Alors voilà, ces premiers chemins démarré par Einstein, est magnifique. On pourrait dire, est-ce qu'elle est terminée, cette première approche? On dirait que l'espace-temps de Einstein, en tout cas pour ce qui est de comprendre notre univers, le monde dans lequel on est, avec toutes ces masses, toutes ces étoiles, ces galaxies, ça a l'air de marcher, son espace-temps. J'ai toujours pas, moi, personnellement compris ce que c'est, physiquement, mais on arrive à tout calculer. Eh bien non. Pourquoi? Parce que à partir des années 60, puis plus récemment, fin des années 90, il y a eu 2 grandes mesures qui sont venues en astronomie, quand on regarde l'univers, qui sont venues tout chambouler. Alors la première, c'est des astronomes qui ont observé que les galaxies tournent plus vite que ce que prédit la loi de Newton, et même avec la vision de Einstein. Ça tourne plus vite que prévu. Et si ça tourne plus vite, ça c'est la physique qui le dit, ça voudrait dire que tout est comme si il y avait plus de masse qui doit être présent dans ce vide, qu'on ne voit pas. Et donc il manque de la masse. Et c'est ce qu'on appelle, alors les physiciens ont appelé ça la matière noire. Pourquoi noire? Parce qu'on ne la voit pas. Il y a de la matière noire. Est-ce que c'est dans le vide? Mais en tout cas,
ça marche plus. Newton, Einstein, ça marche plus. Son espace-temps, il comprend pas. Puis deuxième observation, fin des années 90, a mérité un prix Nobel, c'est que les observations de Hubble, là, eh bien en fait, ils sont arrivés à aller voir des étoiles de plus en plus lointaines, et ils ont vu que, en fait, l'univers s'expand peut-être, mais en fait, il s'expand plus vite. Son expansion s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et ça, c'était pas du tout prévu. Et la compréhension de ça, se dire, ah, ça s'accélère, parce qu'il y a une énergie répulsive, il y a quelque chose qui répulse vers l'extérieur, aucune idée de ce que c'est. Et on appelle ça l'énergie noire. Noire, parce que, en gros, quand on sait pas, quand on voit pas, quand on sait pas, on dit c'est noir, matière noire, énergie noire. Et ce sont les deux grandes énigmes. On observe ces composantes, appelons ça des composantes, on n'a aucune idée de l'origine, de leur nature, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est un peu embêtant, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'univers, et qu'on observe toutes ces galaxies, ces étoiles, ces amas de galaxies, etc., eh bien, toute cette matière ne représente que 5% de toute la masse de l'univers. Et en fait, la matière noire, c'est quand même 1/4 de la masse de l'univers. Et puis alors, l'énergie noire, c'est presque 3/4. C'est-à-dire qu'en fait, 95% de la masse de l'univers, qu'on observe grâce à la gravitation, bon, on ne sait pas ce que c'est. Donc, peut-on dire que cette description de Einstein fonctionne? Certains disent oui, oui, et puis je vais trouver ce que c'est des particules exotiques. Une autre piste, c'est de se dire, bah, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Alors, voilà, ça c'est mon résumé que je viens de dire de cette première révolution d'Einstein, cette première description du vide. C'est un espace-temps, c'est une géométrie, je ne connais pas bien la réalité physique, et aujourd'hui on s'aperçoit que ça ne marche pas si bien. Alors, la deuxième révolution, c'est la physique quantique. Ah, vous regrettez d'être venu. Hein. Et alors, la physique quantique, ça arrive dans les années, pareil, début XXe siècle. Je résume en 3 phrases les piliers de la physique quantique pour mon exposé. La physique quantique, elle dit, dès que je regarde quelque chose, un électron, un atome, la lumière, eh bien en fait, c'est à la fois une onde, par exemple la lumière, c'est à la fois une onde, comme je vous l'ai expliqué, c'est aussi à la fois une particule, quelque chose de corpusculaire. Un électron, un atome, c'est pareil. Un atome, c'est à la fois un objet, particule, mais c'est aussi ondulatoire, comme ça, avec une distribution non locale. Et puis, l'autre grand point, c'est que, une des conséquences, c'est qu'on ne peut pas définir précisément l'énergie, la lumière. Je vous ai dit, c'est simple, l'énergie ou la longueur des vagues de la lumière, c'est la couleur. En fait, je ne peux pas le définir précisément. Je ne peux pas définir précisément la position d'un électron, d'un atome. Je ne peux pas définir très précisément à quel instant il est précisément là, etc. On a de l'incertitude et on dit que tout fluctue. C'est-à-dire, si je veux mesurer une énergie, elle fluctuera, c'est jamais précis. Si je veux savoir exactement où est l'électron, je ne sais pas où il part et je ne sais pas à quel instant il était, etc. Voilà. Et la dernière conséquence aussi de tout ça, c'est de dire que finalement, la lumière peut se transformer en un électron, à condition qu'il se transforme en un électron et son opposé, c'est de l'antimatière, qu'on appelle le positron. Mais on va y revenir. Et là, à partir de ça, est née la description du vide. Eh bien, le vide, ils se sont dit, c'est simple, le vide. Le vide, c'est le niveau le plus bas d'énergie. Voilà, on sait qu'il y a de la lumière, le monde, c'est essentiellement de la lumière, par exemple. Eh bien, c'est le niveau d'énergie le plus faible, le niveau 0, on dit. Mais, comme je vous ai dit, l'énergie, je ne peux pas définir précisément, donc ça fluctue. Donc le vide, c'est quoi? C'est des fluctuations de cette énergie sous forme d'ondes de lumière. Donc il y a de la lumière dans le vide, qui n'est pas vraiment réelle, parce que sinon je le verrais, qui est potentiellement là, c'est-à-dire qu'en fait c'est le niveau 0 de l'énergie. Mais moi je vois quand même ces fluctuations, c'est-à-dire que le niveau 0, en fait je ne le vois pas, mais il y a des fluctuations de ces énergies qui sont des vibrations de lumière, elles ne sont pas réelles, elles sont potentiellement là. Elles vont venir me perturber, ou moi peut-être je pourrais les perturber, mais je ne peux pas les prendre comme ça. Alors c'est pour ça que je vous représente, j'ai essayé de représenter le vide quantique avec une image et une photo. Alors
c'est rempli d'ondes de lumière qui fluctuent continuellement et ça passe son temps à apparaître, disparaître, parce que pareil, c'est pas instant, je peux pas définir le temps, je peux pas définir l'énergie. Donc ça fluctue, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc c'est un peu cette mer comme ça, hein. On voit pas, il y a pas vraiment il y a multiples. Puis quand vous regardez la mer, les vagues, elles repartent, ça revient, puis tout d'un coup il y a une vague, hop, il y a le plus, etc. Donc je trouve que c'est une belle représentation pour ça. Et puis, c'est aussi des particules. Et donc, en fait, c'est également un milieu où apparaît continuellement des électrons et les anti-électrons. Les anti-électrons, c'est la même chose que l'électron, mais qui a une charge opposée. Comme ça, on conserve la charge électrique. Et voilà, essentiellement. Et donc, il y a continuellement ce qu'on appelle des paires d'électrons, d'anti-électrons qui apparaissent et qui disparaissent continuellement. Parce que, à nouveau, rien n'est défini précisément. Ça fluctue continuellement. Donc, c'est un milieu où continuellement apparaît et disparaît immédiatement des choses éphémères, instantanées, qui sont là sans être vraiment là. Je peux pas les... Tant que je viens pas perturber ce vide, tant que j'apporte pas de l'énergie, tant que ces bonhommes-là ne me gênent pas, voilà. Et ça se régénère continuellement. Et voilà la description du vide pour les physiciens quantiques. Et cette description apparaît, on va dire, dans les années 1950, par deux grands physiciens, Feynman et Schwinger, mais d'autres précédemment pour arriver à ce cheminement, Dirac, etc. C'est un long cheminement pour arriver à cette description-là. Alors juste là, une image, quand même, pour vous dire que c'est pas n'importe quoi. Quelques conséquences de choses qu'on observe, qu'on mesure, de cette représentation, à nouveau, hein, c'est une représentation du vide pour cette fois-ci les physiciens du monde quantique. Si c'est vrai, eh bien, je peux, si j'envoie cette fois-ci un vrai rayon de lumière, de haute énergie, alors ça s'appelle ici, je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, et donc ils savent que dans ce cas-là, ça s'appelle un gamma, c'est un grain de lumière de très haute énergie, qui apparaît dans la radioactivité, et si ce gamma, je l'envoie dans le vide, alors ça ne va pas suffire pour faire sortir, par exemple, un électron, un positron, je veux les faire sortir. Alors, ce qu'on sait faire, par contre, c'est de dire, si je le fais interagir avec un autre champ électromagnétique d'un noyau, un atome, et c'est ce que je fais, j'envoie un gamma sur un gaz d'hydrogène. En noir, là, c'est un gaz d'hydrogène. Et j'ai un détecteur qui va voir s'il apparaît quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que ce gamma, en se couplant à de l'impulsion, ça c'est très technique, mais peu importe, des atomes d'hydrogène, qui sont juste là pour donner l'énergie manquante, c'est un distributeur d'énergie et d'impulsion, bon, à ce gamma, va permettre à cette lumière qu'on envoie de disparaître, ça part dans le vide, mais par contre, ça a apporté suffisamment d'énergie pour faire sortir un électron et un positron. Et ça, les physiciens, déjà dès les années, là je veux pas te donner de date parce que je sais pas de quand ça date, c'est les détecteurs de chambre à bulles, c'est les premiers vrais détecteurs modernes de physique des particules. Ils sont capables de détecter des traces d'électrons et de positrons et puis ils mettent des champs magnétiques pour que ça tourne dans les deux sens. Et on sait que là, c'est un électron et un positron de charge opposée qui tournent. Eh bien, figurez-vous que ces deux bonhommes, ça vient du vide. Ça vient de ce vide quantique, où là, je suis arrivé à le perturber, à apporter suffisamment d'énergie pour que ces petites bestioles d'électrons et d'anti-électrons du vide qui passent leur temps à apparaître, disparaître sans, voilà, continuellement, eh bien là, je suis arrivé à les faire sortir. Alors, j'ai d'autres exemples comme ça. Celui-là, il est peut-être un peu technique, je passe, mais c'est juste comment le vide perturbe les niveaux d'énergie d'atomes. Mais je passe, parce que c'est un peu compliqué. J'avance. Une autre conséquence incroyable du vide quantique, prédit par un certain Casimir, qui n'a aucun rapport avec l'île aux enfants, c'était un physicien écossais ou irlandais, je ne sais plus, lui, il prédit un effet macroscopique du vide. Et il dit la chose suivante, il le calcule. Depuis, on l'a mesuré, cet effet. C'est ça qui est incroyable, surtout. Il dit, eh bien voilà, le vide, je vous ai dit, c'est plein, toutes ces vagues. Il y a des ondes de lumière que je ne peux pas observer, capter, mais qui sont là, passent leur temps à apparaître, disparaître, hein, toutes ces petites vagues. Eh bien, c'est des ondes de lumière. Eh bien, ce que je fais, c'est, Casimir se dit, alors qu'est-ce qui se passe si je mets deux miroirs? Je mets deux miroirs. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle en optique une cavité. Et dans ce cas-là, c'est comme les cordes de guitare, par exemple. Une corde de guitare, elle va faire mi. Pourquoi elle fait mi? Parce que
elle est tendue à une certaine longueur tendue à deux extrémités fixées. Les deux extrémités, c'est des miroirs pour l'optique. La corde qui va faire des ondes, c'est les ondes de lumière pour l'optique. Et la guitare, cette corde va donner un mi parce que va vibrer uniquement la corde qui vibre avec les points fixes aux extrémités, qui va vibrer une fois, ou bien qui vibre 2 fois, ou bien 4 fois. Et toujours, les points aux extrémités sont des points zéro, ce qu'on appelle toutes les harmonies en acoustique, ce qui fait que la musique est jolie à écouter. Eh bien, en optique, on fait la même chose, mais pas avec des ondes de son, mais avec des ondes de lumière. Et donc, s'il met un miroir, ne va subsister que les belles harmoniques de lumière, celles qui vibrent à 1 vague, 2 vagues, 4 vagues, 8 vagues, etc. Toutes les autres vagues vont être détruites. Elles ne peuvent pas tenir là-dedans. Et donc, si je fais ça dans le vide, parce que, ok, vous, les physiciens quantiques, vous dites qu'il y a des vagues de lumière qui sont potentiellement là sans être là. Bon, si elles sont potentiellement là sans être là, si je mets ces fameuses cavités optiques, ici, il va rester que certaines vagues. Par contre, à l'extérieur, j'ai une infinité de vagues du vide. Donc là, j'ai un infini, là aussi, mais là, j'en ai encore plus. C'est bizarre aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de lumière à l'extérieur, cette lumière du vide, qu'à l'intérieur. Et donc, ce Casimir fait les calculs et dit, ce que je m'attends, c'est que quand il y a de la lumière qui arrive, ça chauffe, ça pousse, et ça pousse. Vraiment, ça pousse. La lumière pousse, parce que on apporte de l'énergie. Et c'est une force. Et donc, ça va ramener, les 2 plaques devraient se rapprocher. Ça sans rien, je mets juste 2 plaques dans le vide, donc je fais une grosse enceinte, je pompe, j'arrive au... Et puis, j'ai mis 2 plaques, et ce que je dois mesurer, c'est que les plaques vont se rapprocher. Eh bien, cet effet a été observé fin des années 90. Depuis, c'est mesuré. Alors, c'est mesuré, ici, c'est à peu près 100 nanomètres, voilà, avec des petites sphères. C'est très difficile, ça a été... Et moi, je me souviens encore, les premières mesures positives, j'en revenais pas. Je me disais, mais c'est incroyable, ce Casimir avait raison. Il y a bien de la lumière vibrante dans le vide. Voilà. Et en plus de ça, ce vide peut avoir un effet macroscopique. Il peut créer une force macroscopique qui vient du vide. Alors, ne rêvez pas, on ne peut pas récupérer de l'énergie comme ça, parce que c'est très très peu. Mais voilà. Alors, un autre effet prédit à partir de cette description du vide quantique, et c'est cet effet que nous, dans mon équipe au labo, on essaye d'observer. C'est une prédiction de l'époque de la description quantique du vide, qui date de 1936 par Euler et Heisenberg, puis Schwinger, fameux grand physicien des années en 1950, qui prédit un autre phénomène à l'échelle macroscopique du vide, et qui dit la chose suivante. Si cette fois-ci, je prends mon vide, alors vous reconnaissez là, c'est notre vide, c'est le vide où il y a des vagues et puis plein d'électrons-positrons qui apparaissent, disparaissent continuellement, eh bien, eux réalisent que, normalement, si cette description est vraie, et ça a l'air d'être le cas parce que ça marche pour plein d'autres choses, la force de Casimir, les 2 particules qui sont apparues, que je vous ai montrées, mais il y a plein d'autres exemples. Eh bien, normalement, si j'applique cette fois-ci un champ magnétique ou un champ électrique, alors là, je vous ai mis un champ magnétique, l'aimant, c'est des choses bien connues, et très fort, j'applique sur le vide, je vais venir perturber toutes les petites particules là qui apparaissent, et ils sont perturbés par ce champ. Je vais perturber ce vide, et leur prédiction, c'est de dire que ce qui va se passer, c'est que si maintenant je regarde la lumière, alors c'est un petit pointeur laser qui envoie de la lumière, eh bien normalement, la lumière ici va avoir un vide perturbé qui va être tout comme si le vide était un peu plus rempli. Il est vide, mais il y a un peu plus de paires électropositrons, il réagit un peu plus, il freine un peu plus. Et ce qui va se passer, c'est que la lumière va aller moins vite ici. Donc là, elle va aller à 300 000 km par seconde, puis là, elle va aller à 300 000 km par seconde, moins epsilon, un tout petit peu moins. Puis après, hop, elle va retourner toujours à 300 000 km par seconde. Mais dans cette zone-là où j'applique un champ magnétique très intense, je vais arriver à ralentir la lumière dans le vide. Alors, si vous dormez pas, si vous avez à peu près suivi, j'espère que bon, tout ce que j'ai dit, cette prédiction est très surprenante parce que je vous ai dit, la première direction qu'on a prise
qu'on a suivi avec Albert Einstein, c'est de dire que la vitesse de la lumière est une constante universelle. C'est ça qui définit tout, et je l'ai postulé. Il faut que vous sachiez, aujourd'hui, la valeur de la vitesse de la lumière est une constante. Dans les livres, c'est établi aujourd'hui, le Bureau des poids et mesures, c'est une valeur. Bon, et d'ailleurs, on a construit toute notre théorie, enfin pas nous, Einstein et ses confrères, toute une théorie où la vitesse de la lumière est une constante absolue. Et là, je suis en train de vous dire, je peux ralentir la vitesse de la lumière. Je peux ralentir la lumière dans le vide. Voilà. Ah, ma mince, alors la vitesse de la lumière est constante ou pas constante? Moi, je sais pas. Je suis un expérimentateur, je suis un scientifique. Je constate que cette deuxième approche du monde quantique et de la description du vide quantique prédit que je peux ralentir la lumière dans le vide en faisant cette expérience-là. Alors, comment on va faire? Alors, la lumière, on peut la ralentir. On met un matériau. Je mets du verre, la lumière va moins vite dans le verre que dans le vide. La lumière va moins vite dans l'air que dans le vide parce qu'elle interagit avec les atomes. Elle va encore moins vite dans le verre parce qu'il y a beaucoup plus d'atomes. Elle va moins vite dans l'eau, etc. Et c'est comme ça que je fais des lunettes. Voilà, dès que la lumière arrive dans le verre, elle va moins vite. Et ce qui se passe, du fait de ses propriétés d'onde, c'est le même phénomène que les vagues qui arrivent sur leur bord de mer avec un sous-sol, enfin un fond marin qui n'est pas le même selon niveau. Les vitesses de vagues dépendent de la profondeur de l'eau. Et donc s'il y a une variation de la profondeur de l'eau, les vagues elles tournent. Et ça fait comme ça des belles plages pour surfeurs. Eh bien, c'est le même phénomène ici. La lumière va tout d'un coup moins vite dans le verre et va tourner, ce qu'on appelle la réfraction. Bon. Un autre exemple, très joli ici. Alors j'ai pris une autre photo, j'avais fait ça avec une stagiaire de 3e, ça a bien moins bien marché, mais donc je suis finalement pris une photo sur Internet. On envoie un pointeur, un faisceau laser dans une cuve d'eau. Donc la lumière va moins vite dans l'eau. Mais en plus, dans l'eau, ce qu'on a fait, c'est qu'on met du sucre. Et on attend que le sucre tombe. Le sucre est plus lourd que l'eau. L'eau sucrée est plus lourde que l'eau. Donc, au fond de l'aquarium, l'eau est très sucrée et en haut, l'eau est très peu sucrée. Et il se trouve que la lumière va moins vite dans de l'eau très sucrée que dans de l'eau non sucrée. Et ce que vous remarquez, la lumière, là, va se courber et va aller, alors ça c'est une règle à retenir, vous aurez retenu un truc comme ça, la lumière aime aller là où ça va moins vite. Ce que je trouve joli comme philosophie. Et donc la lumière tourne et va là où c'est moins vite, où ça va moins vite, c'est-à-dire là où c'est très sucré. Voilà. Et alors, ce que nous on essaye de faire, c'est exactement la même chose, mais maintenant vous remplacez l'eau par le vide et le sucre, c'est le champ magnétique. C'est le vide et puis en bas j'ai du champ magnétique très fort, en haut j'ai pas de champ magnétique. Et si je mets un champ magnétique très fort dans le vide, l'eau va aller moins vite et vice versa. Et donc la lumière devrait tourner, dans le vide, devrait tourner et devrait aller là où les champs magnétiques que j'applique sont très forts. Là où le vide est plus perturbé. Alors, ça paraît si simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un champ magnétique sur le vide. On va créer ce qu'on a, enfin, je vais appeler ça comme ça, une lentille électromagnétique. Parce que c'est des aimants, du champ électrique magnétique. Et lentille électromagnétique, c'est pour la petite allusion à la lentille gravitationnelle qui était prédite par Einstein. Et la lumière doit tourner. Alors, première difficulté, il faut des champs magnétiques et électriques très très élevés. Les aimants aujourd'hui, on produit un aimant qu'on achète, c'est 1/10 de Tesla, 1 Tesla. On monte maintenant à 10, 15 Tesla. Des pulses très courts, 100 Tesla. Nous, il nous faut 100 000 Tesla au moins. Alors, ça tombe bien. Voilà, ça c'est. Il faut des champs électromagnétiques très intenses. Alors, ça tombe bien. Il se trouve qu'aujourd'hui, les champs électriques et magnétiques les plus intenses qu'on sait faire, c'est ceux qui viennent de la lumière. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, la lumière, c'est un champ électrique et magnétique. Et aussi. Eh bien, aujourd'hui, on sait faire ce qu'on appelle des lasers intenses, beaucoup d'énergie, et des lasers femtosecondes. Donc, c'est des lasers qui envoient des pulses, des impulsions laser. C'est pas comme celui-ci, là.
Et là, il émet tout le temps, c'est un faisceau continu de lumière. Non, c'est des impulsions laser ultra brèves, de l'ordre de, je ne me trompe pas, du millionième de milliardième de seconde. Je veux dire rien, c'est ce qu'on appelle les femtosecondes, dans lequel j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de lumière, et c'est des faisceaux, et si je le focalise dans le vide, je vais avoir, dans le point de focalisation, des champs considérables, par exemple 100 000 Tesla, ou bien 10 milliards de kilovolts par mètre. À titre de comparaison, je ne sais pas si vous avez eu des orages forts hier, mais sur Paris, ça a été violent. Et il y a eu la foudre qui est tombée sur un arbre au cimetière de Montparnasse. Et bien, à ce moment-là, dû à l'effet de pointe de l'arbre ou du paratonnerre, il y a des champs électriques très forts, c'est pour ça que ça claque l'air, et ça crée de la lumière d'ailleurs, eh bien, c'est des champs de 100 kilovolts par mètre. Nous, là, c'est 10 milliards de kilovolts par mètre. C'est des champs incroyablement élevés, mais je vous rassure, c'est dans un volume tout petit et pendant un temps infiniment court. Donc voilà, c'est le prix à payer. Mais c'est pas grave, nous, c'est bien. C'est-à-dire que on va appliquer donc des champs très forts, un temps infiniment bref, et on se dit, ben là, on va créer une lentille électromagnétique, on va déformer le vide, on va le courber, et la lumière va tourner. Et ça suffit pas. Dans notre cas, la déflexion, pour donner un ordre de grandeur, va être très très faible. Si je pointe mon faisceau laser sur l'écran, si maintenant mon faisceau est dévié, il va se déplacer, vous êtes d'accord? Donc mon spot là-bas va monter, par exemple. Bon, eh bien nous, ce qu'on attend, c'est que si je fais cette expérience et que j'envoie mon faisceau laser à un écran qui est à peu près 1 km, c'est loin, le faisceau va se déplacer que de la taille d'un atome. Alors, c'est là toute la difficulté, c'est d'arriver non seulement à croiser des faisceaux comme ça, mais arriver à mesurer ça. Donc ça, c'est le travail de notre projet. Voilà. Donc on a proposé cette idée il y a 8 ans de ça, et on développe avant tout un instrument d'optique pour mesurer ça, qui s'appelle un interféromètre, à nouveau, comme Morley-Michelson, mais c'est un autre. Et l'expérience s'appelle D-Light. Là, je fais un tout petit peu de publicité. D-Light comme Deflection of Light by Light, parce qu'on fait exactement dévier la lumière par de la lumière. Voilà. Ou alors faire une lentille électromagnétique dans le vide. Donc juste une petite remarque. Pour nous, ce qu'on attend, c'est que si j'ai un faisceau laser qui croise un autre, ça va se courber. Alors c'est étonnant parce que pour Hollywood, c'est pas du tout ça. Pour Hollywood, quand on croise 2 faisceaux laser intenses, attention, on peut couper les gens en 2, hein, c'est costaud ces lasers, eh bien non, ça rebondit, vous avez remarqué, ça se courbe pas, ça rebondit et puis ça fait du son en plus, c'est très surprenant. Alors que, a priori, avec le vide quantique, ou même si on le fait dans l'air, ça se courbe, ce qui serait moins joli dans un film de Star Wars. Alors, voilà, ça c'est juste quand même pour que vous voyez. Ça, c'est l'expérience pilote démonstratrice qu'on a réalisée. On est en plein développement, parce que toute la difficulté, c'est d'aller mesurer des déflexions infiniment faibles, et on a énormément de bruit, de vibrations, de tout. Enfin, vous pouvez imaginer combien c'est difficile. Donc voilà, ça c'est notre interféromètre. C'est la salle laser, LaserX à IJC Lab, mon labo, qui produit ces impulsions femtosecondes, où tout est dans le vide, évidemment. Donc ça, c'est une fameuse enceinte à vide qu'on ferme, et puis on pompe. Vous voyez ici, il y a des pompes pour pomper, pour arriver à des vides poussés. Alors, j'en arrive vers la fin de mon exposé, et avec cette remarque, c'est que si ce phénomène prédit est exact, a priori, ça devrait l'être, enfin, nous, on veut vérifier, on veut valider. Est-ce que vraiment on peut déformer le vide, ralentir la lumière en appliquant des champs magnétiques ou électriques très intenses? Bon. Et si c'est le cas, alors ça veut dire que là, notre compréhension, cette fois-ci, c'est pas que c'est un espace-temps courbé, c'est que c'est vraiment la lumière ralentie, parce que la lumière qui interagit avec tous ces petits objets quantiques d'électrons, positrons et de vibrations de lumière quantique du vide, toutes ces fluctuations, fait que quand je le perturbe avec un champ magnétique, ce vide, j'arrive vraiment à faire en sorte que ma lumière ralentisse. Et donc, je peux dire, finalement, j'ai fait une lentille électromagnétique, j'ai courbé, si maintenant je me place, Einstein revient, il dit, oh, vous avez déformé, courbé l'espace-temps, pour la lumière en tout cas. Alors, on se dit, alors mince, finalement, c'est très étonnant, on arrive à ces 2 descriptions du vide,
hein, la première révolution et la première piste, celle d'Einstein. Le vide n'est qu'un espace-temps courbé, mais dans sa description du vide, cet espace-temps, il n'y a pas de vide quantique, mais c'est normal, il ne connaissait pas encore, hein, c'est arrivé après. Et la vitesse de la lumière est une constante, mais la lumière se courbe parce qu'en fait, c'est l'espace qui est courbé. À nouveau, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. C'est juste mathématique. C'est pareil que les représentations de cartes du globe. La Terre est sphérique, ça tombe très bien que ça soit ici. Et pourtant, quand on regarde les cartes, en général, c'est sur un mur, et on représente en plus l'Europe au centre. L'Europe paraît immense, la Serbie et l'Amérique du Nord petit, etc. Si on regarde l'Australie, la carte avec l'Australie paraît immense, etc. Bon, c'est des représentations graphiques qui sont déformées. Mais la réalité, elle est là. Eh bien là, c'est pareil. Là, bon, c'est une description géométrique, mais quelle est la réalité? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le vide qui fait que la lumière va tourner quand il y a de la gravitation? Il semblerait que la gravitation déforme le vide quantique. Mais comment? Personne ne sait. Et puis de l'autre côté, on a une description cette fois-ci physique du vide. Il y a des vibrations d'ondes, de vagues de lumière, de particules chargées qui apparaissent, disparaissent continuellement. Je sais les calculer, les quantifier, les dénombrer, et je sais faire des prédictions. Dès que je perturbe ce vide avec des miroirs, avec des champs magnétiques, je peux déformer ce vide, je peux ralentir la lumière. Alors on est dans deux descriptions complètement différentes, et surtout, dans celle de la gravitation, il n'y a pas le vide quantique. Et, personnellement, je considère que c'est manquant. Et voilà, il y a plusieurs physiciens qui se disent, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a déjà eu dans les années 1920, très peu de temps après Einstein, puis en 1957, Dickey, qui était un grand théoricien, qui était 3 bureaux à côté de Einstein à Princeton, un expert de ce qu'on appelle la relativité générale, la description de l'espace-temps de Einstein, et qui, lui, n'aimait pas cette description géométrique. Il disait, physiquement, il y a quelque chose. Hein. Et donc, il a fait une analogie, et il a dit, si l'espace-temps est courbé par la Terre, par une étoile, par de la masse, par de la gravitation, en fait, non, c'est le vide. Alors lui, il n'utilisait pas encore vide quantique, il n'avait pas les outils de ce vide quantique, mais il dit, ça se passe comme si, la lumière est ralentie, et donc si elle est ralentie, elle tourne, parce que ça, c'est les lois de l'optique, elle tourne comme dans une lentille. Et puis, il a dit, à la fin d'un article à l'époque, il a dit d'ailleurs, si l'univers s'expand, non, il n'y a pas vraiment une expansion de l'espace, d'une longueur arbitraire de ma carte que je représente de mon univers. Non, en fait, c'est la lumière qui ralentit. Pourquoi? Parce que ce vide se densifie de plus en plus, et la lumière va de plus en plus lentement. Et si je vois les étoiles lointaines de plus en plus rouges, c'est pas parce que les vagues s'étirent, c'est juste parce que la lumière va de moins en moins vite, donc les atomes à l'époque n'émettaient pas les mêmes énergies, etc., etc. Donc une description vraiment physique. Et puis aujourd'hui, voilà où on en est dans les nouvelles pistes théoriques, si on continue dans cette logique-là, de dire il manque à la gravitation le vide quantique. Alors, la matière noire, je vous cite des exemples, on en est vraiment dans des idées, puis c'est le début, l'essentiel de gens, attention à tout ce que je vous dis là pour le dernier slide, c'est ma pensée personnelle, qui est partagée par certains, qui est pas orthodoxe, mais que je pense être intéressante. Et donc, c'est de dire que la matière noire, par exemple, ce qui manque, c'est quelle est la réponse de ce vide quantique, toutes ces particules éphémères qui apparaissent. Quand elles apparaissent, elles doivent, comme nous, si j'apparais, là je tombe. Eh bien, ces particules, elles doivent tomber. De la même façon que ces ondes ou ces particules répondent quand je mets un miroir, répondent quand je mets un champ magnétique, si je mets un champ gravitationnel, elles doivent tomber. Alors l'idée, c'est de dire, ça tombe, le vide tombe. Il se régénère continuellement, mais il tombe. Alors, s'il tombe, il va s'accumuler. Il va commencer à y avoir plus de vide proche d'une masse. Et donc, ça va faire que la densité du vide va être plus forte et ça va courber la lumière. Alors, c'est des pistes. L'autre piste, c'est l'énergie noire. C'est cette approche de Dickey. Il y a une autre approche, c'est des théoriciens qui proposent que cette fameuse accélération de l'expansion, c'est dû à un effet de Casimir, dont je vous ai parlé, mais à une échelle infinie.
Alors c'est des trucs très bizarres, hein, mais c'est reprendre ça, c'est de dire, on est quand même dans un vide quantique, et il doit y avoir, tous les phénomènes dont je vous ai parlé doivent se produire également quand je regarde l'univers, et donc je dois avoir des phénomènes similaires. Donc c'est des approches, on n'en est qu'au début, si ça se trouve, tout ça ça sera encore autre chose, on ne sait pas. Et donc je finis, c'est mon dernier transparent. Ce que je veux vous dire en tout cas, j'ai repris, je ne leur ai pas demandé l'autorisation à Dargaud, j'ai repris la couverture de cette bande dessinée qui est très belle d'ailleurs par ailleurs, et dont le titre illustre parfaitement le propos auquel je souhaiterais conclure. Le titre étant « L'invention du vide ». J'espère que par cet exposé, je vous ai montré que on avance, on essaye de se faire des représentations de ce que c'est que le vide. Ce qui est sûr, c'est que le vide, c'est une énigme essentielle, c'est vraiment questionnant. C'est essentiel pour la physique, il est là partout, c'est le vide qui domine. Et on l'invente. Quand je dis on l'invente, il est là le vide. Mais on invente nos représentations qu'on en a du vide, de notre description. Un espace-temps, un vide quantique, et si on remet le vide quantique dans l'espace-temps, et si, etc., etc. Et ça avance petit à petit, et les chemins sont très longs, et surtout, pour valider toutes ces idées-là, ce qui est essentiel, je peux me dire, ah ouais, je sais, mais moi c'est bon, je sais, le vide, c'est ça. Bon, il faut que ça soit en accord avec tout ce qu'on a observé jusque-là, et surtout, il faut que ça soit prédictif. Ah, alors, ton idée, là, et tu prédis quoi? Et, par exemple, le vide quantique, on prédit que si on met un champ magnétique ou électrique très intense sur le vide, on doit courber la lumière. Allez, il faut voir si c'est vrai. Donc nous, on a commencé il y a 8 ans. Des Italiens ont commencé il y a 40 ans, ils ont arrêté, ils n'y arrivent pas. Nous, on a commencé il y a 8 ans. Je ne sais pas si de mon vivant, on y arrivera. C'est aujourd'hui très dur. C'est des expériences de plus en plus difficiles. Mais c'est l'expérience qui est essentielle avant tout. Parce qu'on peut inventer ce qu'on veut. La science, c'est avant tout se confronter à la réalité et à la mesure scientifique qui doit être vérifiable, prouvée, reproductible, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. Tout le monde a suivi. Sur la fin, c'était... C'était dur la fin. C'était un petit peu dense. C'était piste noire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Parfait, il n'y a même pas besoin de lancer. Moi, j'en ai deux au cas où. Bonsoir et donc merci pour cet exposé passionnant. Les masses gravitantes les plus fortes sont les trous noirs, à ma connaissance. Et il m'a semblé comprendre, alors en physique, j'ai parfois l'impression de comprendre des choses, mais je me trompe souvent, il m'a semblé comprendre qu'au voisinage du trou noir, à l'horizon du trou noir, ces particules virtuelles, certaines peuvent être aspirées dans le trou noir, et donc celles qui restent dans le matériau deviennent des particules réelles, et c'est ce que Stephen Hawking appelle le rayonnement du trou noir, etc. Et est-ce que j'ai raison ou est-ce que je mélange tout? Absolument, vous avez tout à fait raison, bravo. je pense que dans cet auditoire, c'est ça qui est intéressant de faire ce genre d'exposé, il y a tous les niveaux, et voilà. Et alors, en effet, c'est, je pense, alors, je vais peut-être me tromper, mais le seul exemple où le vide quantique apparaît dans l'étude de la gravitation et donc de la théorie d'Einstein. La théorie d'Einstein, voilà, c'est comprendre la gravitation, cet espace courbé. Et c'est le seul endroit, c'est le seul cas, le théoricien, où apparaît cette idée-là, qui était celle de Hawkins, de dire, proche de l'horizon, les champs sont tellement forts. Bon, après, c'est tout un mécanisme, mais c'est exactement ça. Et les paires, plus ou moins, commencent à, d'un côté tombent, de l'autre côté se matérialisent. En fait, se produit en fait après de la lumière, se transforme en lumière et sort de la lumière. Donc un trou noir, en fait, il disait, il est noir, mais il y aura quand même un tout petit peu de lumière qui va sortir. Ça s'appelle l'évaporation du trou noir. Et la lumière qui va sortir très peu est due à cette présence de vide quantique. L'autre exemple, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de Unruh, moins connu Unruh, mais aussi génial. Comme je vous ai dit, quand je tombe, c'est comme si j'accélère, et Unruh avait fait des calculs par ailleurs, qui dit
il est toujours vivant, Unruh, et qui dit que si cette fois-ci j'accélère par rapport au vide, donc vraiment si j'essaye de faire l'expérience, je prends un scaphandre et je vais dans une enceinte à vide et puis je commence à accélérer, et c'est comme si je tombe sur le vide, donc c'est comme si je tombe vers le trou noir, et je vais voir apparaître du vide des électrons-positrons. Mais il faudrait accélérer énormément, donc c'est juste des calculs. Mais voilà. Je profite du passage pour vous poser une question. Pourquoi un champ magnétique pour dévier, pour perturber le vide? Est-ce que, par exemple, un champ gravitationnel pourrait faire le même effet si on arrivait à le... Alors, le champ, en fait, le champ gravitationnel, on sait que c'est le cas. C'est ça, c'est le champ gravitationnel qui dévie la lumière. Donc ça a été la première prédiction d'Einstein, parce qu'il disait si je mets une masse gravitationnelle, je crée un champ gravitationnel. La gravitation, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que de la courbure d'espace-temps. Le vide est courbé, mais la géométrie du vide est courbée, c'est un espace-temps. Et il prédisait la lumière doit être déviée. Et en fait, 3 ans après, Eddington, en 1919, le mesure. Alors, souvent, c'est comme ça d'ailleurs que je présente l'expérience d'Eli dans des comités, etc. Je fais cette analogie qui est que pour la gravitation, on a déjà observé l'effet. C'est infiniment faible, hein, mais pourquoi on peut? Parce qu'on est sur des échelles cosmologiques ou astrophysiques, des masses considérables, des distances considérables, donc c'est pas 1 kilomètre la taille d'un atome, c'est bien plus. Donc, on l'a mesuré, on le mesure continuellement. Est-ce qu'on a la théorie? On a en tout cas les équations mathématiques, mais on n'a aucune compréhension de ce qui se passe physiquement. Pourquoi la lumière tourne? On ne sait pas finalement. On dit juste, moi ce que je sais, c'est que je sais vous faire la carte de courbure de l'espace. Dès que je mets de la gravitation, je sais que l'espace est courbé comme ça, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça doit être courbé de temps, et voilà, et c'est observé. Alors que là, c'est l'inverse. Quand j'applique un champ électrique magnétique dans le vide, la description que j'ai du vide quantique, j'ai tous les phénomènes physiques. Ça peut vous sembler un peu farfelu, peut-être, mais c'est que de la physique, là. C'est l'interaction de lumière sur des particules chargées, etc. C'est la même physique, presque, finalement, que celle de la lumière dans du verre, dans de l'eau, etc. C'est des choses similaires. Donc là, on est content, on se dit, c'est bien, cette fois-ci, on va peut-être comprendre qu'est-ce qui commence à vraiment y avoir physiquement dans le vide, ce vide quantique. Il y a des charges électriques qui apparaissent, disparaissent, sans être vraiment réelles, éphémères. Il y a des ondes de lumière, pas vraiment là. Mais on n'a jamais observé l'effet. Et ça, nous, c'est notre objectif à nous. On est très peu à essayer, parce que c'est infiniment difficile, alors. Alors c'est difficile de publier beaucoup, parce que c'est difficile. Oui. Je viens sur ce que vous dites, vous êtes combien à faire ce Alors, d'abord je vais parler des anciens. Les premiers, les expériences les plus abouties, c'est pour ça que je prends le cas d'un champ magnétique, déjà parce que pour un transparent, c'est plus facile de récupérer une photo d'un aimant, vous connaissez les aimants, c'est parlant, pédagogiquement. Mais en fait, la raison aussi, c'est que il y a eu des premiers essais, en 1960, un Anglais qui essaye de faire avec un champ magnétique, mais avec des lampes de mineurs, il n'y avait pas de laser à l'époque. Mais vraiment, les expériences modernes commencent dans les années 80, plusieurs expériences qui utilisent des champs magnétiques standards. C'est-à-dire que standard, on fait du courant, des boucles de courant, ce qu'on appelle les électroaimants, on fait tourner d'un courant dans des fils, et ça crée un champ magnétique. On arrive à quelques Tesla. Et donc, ils ont fait ça avec une méthode, c'est pas de faire tourner la lumière, c'est faire tourner les champs électriques. Mais bon, c'est autre chose, mais c'est pareil. Ils ont commencé en 80, les plus forts, ce sont une expérience italienne, mais il y a une expérience à Toulouse, ils continuent. Il y a une expérience au Japon, et puis il y a eu des expériences, voilà, c'est à peu près tout. Et les Italiens, en 1980, et en 2020, ils arrêtent, parce qu'ils n'ont pas la sensibilité.
C'est-à-dire qu'ils mesurent du bruit qui est 10 fois plus fort que ce qu'ils cherchent à mesurer. Et puis, ils sont limités parce qu'il faut des champs magnétiques plus élevés qu'ils n'ont pas. Il y a du bruit qu'ils n'arrivent pas à supprimer, etc. 40 ans. Voilà. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, conclusion, très peu de gens le font. Alors, je vais même être honnête, très peu. À faire actuellement une expérience qui existe avec des développements, etc., nous sommes les seuls. À l'exception à nouveau de eux qui continuent, ils essayent d'améliorer un peu. Et sinon, avec les lasers intenses, on est les seuls. Voilà, et on est quelques-uns. Mais on espère avancer petit à petit. Parce que je pensais au tokamak en termes de fusion-fission, et on essaye de faire la même chose avec des lasers haute puissance. Oui. Alors c'est... Non, ouais. Donc c'est pareil que les mégajoules, c'est des faisceaux laser qui ont beaucoup d'énergie, mais la puissance instantanée, donc les champs électriques et magnétiques instantanés, ne sont pas très élevés. Voilà. Nous, c'est l'inverse. On concentre tout sur des impulsions femtosecondes, de millionième de milliardième de seconde, dans un volume tout petit, quelques micromètres, très peu de fois, 10 fois par seconde. Donc c'est rien, c'est très peu de temps. Mais là, on a des champs considérables. Dans les pistes que vous donnez à la fin de l'exposé, vous dites que le vide pourrait s'accumuler au niveau des masses, mais selon la gravitation, les masses s'attirent, je crois. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'il faut considérer que le vide est une masse? Alors, c'est une très bonne question, d'abord. Alors, c'est un problème en physique théorique, essentiellement, sur la compréhension avec la relativité générale d'Einstein dans le cas de l'étude de l'univers complet. C'est de se dire, si maintenant ce vide que je vous ai représenté, le vide quantique, je vous ai représenté, celui de Casimir, celui qu'on étudie nous, je vous ai dit, on sait bien le définir aujourd'hui. Et donc on peut le dénombrer, etc. Donc on peut calculer l'énergie qu'il y a. Et donc, énergie, Einstein, E égale mc2. E égale une masse fois la vitesse de la lumière au carré. Énergie, masse, c'est la même chose. Et donc, toute cette énergie, on peut se dire, bah, je le donne en quantité de masse, et on s'aperçoit qu'on a beaucoup trop de masse pour comprendre ce qu'on observe de l'univers, pour les astrophysiciens et les cosmologistes. Donc le vide quantique, les cosmologistes, tout ça, ils ont toujours dit, mais le vide quantique, je n'en veux pas, parce que si je commence à l'intégrer, ça va me faire énormément de masse. Voilà. Alors là, les idées, c'est de dire, non, attention, imagine, là, il y a la Terre, donc là, je tombe vers là. Mais s'il y a la même Terre au-dessus de moi, bah, je vais commencer à flotter, parce qu'il y a une Terre qui m'attire vers là et une vers là. Bon, ça va être un truc très instable, parce que je bouge un petit peu, oups, ça va partir. Donc il faut que je remette une Terre là, et puis une Terre là. Puis que j'en mette une là et une là. Et j'en mets partout, finalement. C'est exactement le vide quantique. Le vide quantique, j'ai une distribution de masse de particules éphémères partout. Donc, est-ce que ça gravite finalement? Vu que j'en ai partout, moi-même, je vais être attiré par là, par là, par là, par là, par là, donc je ne vais pas être attiré. C'est exactement la même chose que la pression de l'air. Ma main, je la déplace. Et pourtant, certains vont vous dire, il y a une pression atmosphérique. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'air, elle tombe là continuellement. C'est ça qui fait la pression atmosphérique. C'est que l'atmosphère, c'est de l'air, c'est des atomes, ça tombe. Et vous savez, la masse que représente cet air, c'est à peu près, alors je ne vais pas me tromper, c'est de l'ordre du kilogramme par centimètre carré. C'est-à-dire, si vous prenez une plaque comme ça, c'est le poids d'un éléphant. C'est énorme. Alors je me dis, mais alors pourquoi j'arrive à monter ma main? Eh, parce que l'air pousse aussi par là. Donc au total, les deux forces s'annulent. Eh bien, c'est la même image pour la gravitation et le vide quantique. En fait, est-ce que le vide va me faire graviter? Non, parce que j'en ai partout. Donc c'est comme ma main et l'air, j'ai l'air qui pousse d'un sens de l'autre, je le sens pas, je me déplace, ça va, ça me pose pas de problème. Eh bien, pour la gravitation et le vide quantique, ça serait la même idée. Donc en fait, ce qui serait important, ce n'est pas toute cette quantité de masse, mais c'est juste, si ça commence à tomber, ça va plus être homogène. J'en aurai un tout petit peu plus vers la Terre et un petit peu moins quand je m'éloigne. Et c'est cette toute petite différence qui va commencer à contribuer à la gravitation. Et c'est ça les idées derrière. C'est de dire non, c'est pas l'ensemble. Voilà.
Alors maintenant, pour être complet, il y a des Italiens qui font une expérience qui s'appelle, je ne sais plus comment, et peu importe, et qui essayent de peser le vide. Alors ça paraît surprenant, mais c'est ça, exactement ça qu'ils font. Ils essayent de peser le vide pour se dire, est-ce que le vide pèse? Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est justement, je veux peser le vide à différentes altitudes, pour voir si le vide est plus lourd vers la Terre ou plus haut. Et je pense que c'est, à nouveau, c'est ce que je vous disais en conclusion, ça c'est la bonne approche, par exemple. C'est-à-dire, évidemment, il faut commencer à faire des calculs, voir si ça marche, etc. Mais finalement, rien ne vaut l'expérience. Allons peser. À nouveau, c'est des expériences infiniment difficiles. Je ne pense pas que je connaîtrai le résultat de mon vivant, mais voilà. Excusez-moi pour mes réponses un peu longues. Parce que je crois qu'il y a un pot en plus après. J'ai pas de micro, mais je pense qu'on peut m'entendre. Est-ce que c'est pas... Vous dites vous êtes un expérimentateur, et c'est vrai, vous nous avez montré que ça marche. Les expériences que vous faites, ça n'a pas de génie pour concevoir tout ça. Est-ce que c'est pas frustrant à chaque fois d'avoir que des points d'interrogation? Parce que, on l'a bien vu, énergie noire, point d'interrogation. C'est assez curieux d'ailleurs qu'on voit 70%, 25% avec des choses où on met des points d'interrogation. C'est-à-dire que les chiffres, on les met comment? Quand vous nous parlez de l'effet de matérialisation, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, le gamma doit passer à côté d'un noyau. Mais si pour que cet effet se fasse ou qu'il passe à côté d'un noyau, on n'est pas dans le vide. Donc on ne peut pas prouver qu'effectivement l'effet de matérialisation a lieu dans le vide. Enfin, on a beaucoup d'interrogations comme ça, et voilà, je voulais connaître votre point de vue à vous, parce que absolument. il y a un jour, le génie que vous mettez dans toutes vos expériences, et l'argent aussi qui est même citoyen, d'ailleurs, entre parenthèses, ça serait bien qu'on arrive à avoir une réponse. Alors, à propos de le dernier point, juste vous signaler qu'il y a ces lasers très très intenses, un objectif, le Graal à la fin, mais qui revient à ce qu'on fait d'ailleurs, mais bon, peu importe, c'est de dire, mais je fais croiser deux faisceaux laser, et dans le vide, et donc là c'est que de la lumière, je ne mets pas d'atomes, pour faire sortir les électrons et anti-électrons du vide, ce qu'on appelle craquer le vide, vraiment faire apparaître. Donc c'est plus pour que les personnes comme vous disent, ah vous voyez là au moins vous trichez pas, ça ne fera que du vide. Comme nous ici, il n'y a que du vide, on ne met pas d'atomes dans notre enceinte à vide, on ne triche pas. Alors maintenant, vous avez l'air, et vous pointez, c'est de dire, en fait, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est pas frustrant? Et puis même un peu, est-ce que c'est pas, d'ailleurs, donc en fait, c'est nul. Alors, je trouve la remarque très pertinente et tout à fait juste. Alors, en fait, la recherche, la science de façon plus générale, c'est avant tout ça, c'est des questions. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de questions, alors le monde n'aurait plus d'intérêt. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on est curieux de comprendre. Donc, heureusement qu'il y a des questions. Et inversement, quand on étudie juste la physique des particules, aujourd'hui, ils ont des problèmes s'ils n'ont plus de questions en physique des particules infiniment petites, quand on étudie juste l'électron. Bon. Là, en effet, quand on étudie l'univers, la gravitation, quand on étudie le vide quantique, alors là, il y a des questions, et puis pas des moindres, vraiment essentielles. Il y a des trucs qui sont là, énormes, qu'on n'a pas compris. Mais c'est génial, c'est très bien. C'est exactement comme Planck, le premier inventeur de la notion de quantique, commençait à étudier le rayonnement, ça s'appelle le rayonnement des corps noirs. En gros, c'est votre radiateur, vous chauffez dans le grille-pain, ça devient rouge, puis ça rayonne de la lumière. Bon, il s'intéresse à ça, et c'est un point très important en physique, la chaleur en lumière, et il ne comprend pas, ça ne marche pas. Et c'est des grandes questions, c'était des questions. Et puis là, lui, il a résolu le problème, il a dit « Ah, je sais, la lumière, c'est aussi des grains de lumière, c'est de la particule, c'est un quantum. On ne peut pas mettre l'énergie continue qu'on veut de la lumière, c'est que des quantums, c'est discret. Il semblerait que le monde est peut-être discret et pas continu. Mais c'est des questions encore. Et heureusement que c'est encore des questions. C'est pareil pour ceux qui étudient les animaux. Mais pourquoi les abeilles s'écoutent, s'entendent? Comment? Heureusement, interrogation. Pourquoi les oiseaux volent? On a des bancs d'oiseaux comme ça qui volent tous ensemble. Mais comment font-ils? Interrogation. Et on avance. Et c'est ça qui est beau. Donc, je vais vous dire, heureusement qu'on a beaucoup de points d'interrogation, et plus ils sont gros, mieux c'est. Alors maintenant, la frustration. Oui, la recherche peut être frustrante, et moi je le dis toujours aux étudiants quand ils commencent,
Si votre objectif, c'est l'image que vous avez de la recherche, c'est « je vais être Einstein en 1 an », faites autre chose. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est très long, c'est fastidieux, c'est difficile, et parfois, après 40 ans de travail, une vie, on n'a pas eu de réponse à la question initiale. Et puis, en même temps, on avance, on commence à se représenter des choses, on enrichit notre pensée, et puis on avance petit à petit. Donc voilà. Et puis parfois, il y en a, ils sont là au bon moment, et ils ont eu la réponse. Mais oui, c'est... Voilà. Donc il faut de l'argent. Non mais surtout comme ça, on ne fait pas la guerre, c'est vachement bien. On travaille avec plein de gens de pays étrangers. Oui. Merci beaucoup, Edgar. Je voulais poser une question pour clarifier une notion de base pour moi et peut-être pour d'autres. Donc vous avez dit que c'est la vitesse de la lumière, on l'a mesurée, mais la lumière va plus lentement dans les milieux denses. Mais en même temps, on a vu qu'il y a toujours de la densité même dans le vide. Ouais. Donc comment est-ce qu'on est sûr de la vitesse de la lumière dans le vide, alors que le vide n'existe jamais? Absolument. C'est que des bonnes questions. Alors, en effet, quand je vous dis maintenant la vitesse de la lumière est une constante, et puis on a donné sa valeur, c'est pas 300 000 km par seconde, j'aurais pu la mettre à la fin. C'est une valeur avec un certain nombre de chiffres après la virgule. Dans ce que je vous ai dit, ça correspond à la vitesse de la lumière dans le vide, un vide qui n'est pas perturbé. Ce vide n'existe pas. C'est-à-dire ne pas être perturbé. Je vous ai donné un exemple, c'est Casimir. Il dit, moi, si je mets des miroirs dans le vide, je vais le perturber. Je vais enlever des modes de vibration, je vais enlever des vagues. Je vais changer le vide. A priori, il sera moins dense. Peut-être la lumière devrait aller plus vite. Il y a des articles de physiciens théoriciens qui ont prédit cet effet, mais il est infiniment faible, bien plus faible que nous, ce qu'on veut faire. Mais voilà. Einstein, il le dit autrement, il parle d'espace courbé. Mais ça revient finalement à la lumière qui va moins vite, pas à tortiller. Et il dit, bon, bah, le vide, attention, en fait, le vide, il n'y a jamais un vide comme ça idéal. Il y a toujours, même si là, dans mon volume, là, il n'y a plus rien, plus d'atomes, c'est le vide, il y aura une masse à côté, il y a une Terre, il y a une étoile, il y a une galaxie qui crée de la gravitation, et ça va le perturber, ça va courber ce vide. Donc en fait, votre question est excellente parce que ce vide idéal, il n'y a plus rien, et puis la lumière va tout droit, toujours à la même vitesse, en fait, n'existe pas. Voilà. Mais c'est le point de départ. Donc, ce qui est intéressant, c'est de le perturber. Et finalement, on commence à savoir le perturber, et inversement, on est parfois perturbé par ce vide. Je ne vous ai pas parlé des niveaux d'énergie des atomes, mais on mesure aujourd'hui les vibrations des niveaux d'énergie d'atomes. Pourquoi? Parce que le niveau d'énergie d'atome, c'est en gros, un atome, c'est un noyau avec un électron qui tourne autour, enfin plusieurs. Et l'étage auquel l'électron est, son niveau d'altitude, correspond à l'énergie de l'atome. Eh bien, cet électron, il se balade dans le vide, et il passe son temps à taper sur les électrons, positrons qui apparaissent du vide. Ok, ils sont éphémères, instantanés, mais ils viennent le perturber, l'agiter. Et ce qui se passe, c'est que l'électron va passer son temps à sauter d'un étage à l'autre parce qu'il est perturbé par le vide. Et ça s'est appelé l'effet Lamb, du physicien Lamb, pas Lagneau. Et il a fait la manip. C'est joli parce qu'en plus il fait la manip. Et en plus de son vivant, il y arrive parce que c'était plus rapide à l'époque. Et il mesure en effet qu'il y a 2 niveaux d'énergie à chaque fois. Il y a une très très petite qui vient des perturbations que le vide fait sur l'atome. Et que cette description que je vous ai donnée avec mes vagues et puis mes petits... Ça peut paraître naïf, ça peut paraître « Oula, qu'est-ce qu'il a bu ou fumé, lui ?» Mais il y a derrière des équations, il y a derrière des prédictions théoriques quantifiées, et ça marche, et on l'observe. Mais bon, peut-être que dans 100 ans, quelqu'un d'autre ici sera en train de parler et dire « Bon, il y a 100 ans, ils croyaient ça, et c'était bien, mais en fait, c'est bien plus compliqué. » Et d'ailleurs, ils auront un autre point d'interrogation. Et il y aura sûrement quelqu'un qui dira « Mais c'est pas frustrant de jamais comprendre. » Allez, encore quelques questions, et puis après on va monter au pro. Bonjour. Merci pour votre plaisir. Je voulais savoir, parce que j'ai vu un documentaire sur la théorie du camp,
J'ai vu un documentaire sur la théorie des cordes et qui parlait de dimensions, c'est plus que dimension noire. Et est-ce qu'en fait la matière noire, ça serait pas le vide, ça serait pas plein de matière qui serait invisible à nous parce qu'elle ne serait pas dans une autre dimension hein, et qui se manifesterait dans la nôtre que de temps en temps, comme des circonstances alignées. Alors, pour ce qui concerne la théorie des cordes, alors là, je ne vous répondrai pas sur ce sujet parce que, en gros, j'y connais rien. Je pense que mon niveau est à peu près le même. Enfin, je ne veux pas juger votre niveau en théorie des cordes, mais enfin, c'est pas du tout mon domaine. En effet, il y a, pour la matière noire, il y a une infinité d'idées, on dit de modèles théoriques, d'idées, théoriciens, pas théoriciens, d'idées de personnes pour proposer l'origine de la matière noire. La théorie des cordes, ça a une propriété, c'est que ça prédit des extradimensions. Alors là, on reste dans la description du vide de Einstein, c'est-à-dire non seulement on a un espace-temps à 3 dimensions, vous savez, il y a 3 dimensions, il y a ici, ici, puis là-haut. Alors, vous faites comme vous voulez. Et bien là, l'idée, c'est qu'il y a une 4e dimension, par exemple, où il y en a 12, où il y en a autant qu'on veut, et elles sont infiniment petites, et puis c'est bon, bref. Et donc, dans ces extradimensions, je peux y mettre ce que je veux. Et puis, je peux donc, ça m'aide à prédire des choses. Et puis, je peux dire, voilà, regardez, et là, ça va être des particules. Alors, et l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça marche tout le temps, mais c'est difficilement testable. Voilà. Mais, donc en fait, bon, c'est des pistes, mais comment le tester, c'est difficile. Voilà. Après, il y a d'autres idées, surtout, c'est des particules dites exotiques. Nous, on connaît l'électron, on connaît les noyaux des atomes, c'est des protons, des neutrons, c'est des quarks. Bon. C'est ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. On connaît les éléments constituants élémentaires, et il y en a très peu, c'est étonnant. Ce qui nous entoure est constitué d'un électron et de 2 quarks. Plus de la lumière, la gravitation, et puis voilà, en gros. Hein. C'est étonnant comme c'est simple. Et alors, l'idée, c'est de dire, il y a autre chose que l'électron et les quarks des noyaux d'atomes. Il y a d'autres particules. Alors, on appelle ça exotique quand on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas si ça existe. On dit que c'est exotique en physique. Et alors là, il y a plein de modèles. Alors évidemment, qui reposent sur des postulats de physique. Hein, ça doit conserver l'énergie, tout ça. Et il y a des expériences pour chercher ces particules. Voilà. Alors ça, j'appelle ça l'approche de Ptolémée. Bien avant Galilée et Copernic, à l'époque juste avant, vous savez, les êtres humains pensaient qu'on était le centre du monde, la Terre. Et ils observaient les étoiles et ça marchait pas. Ils comprenaient pas les positions des étoiles. Alors ils rajoutaient des choses. Ça s'appelait les épicycles de Ptolémée. Ils imaginaient qu'il y avait des trucs, c'était des engrenages, qui rajoutaient. Ah, et comme ça, hop, je comprends pourquoi cette étoile est là. Puis il y avait un autre astronome qui disait, regardez, cette étoile, elle n'est pas au bon endroit. Ah, on rajoute un épicycle. Voilà. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à la révolution copernicienne et de Galilée, qui a dit, mais non, mais vous vous trompez, on n'est pas le centre du monde, et d'un seul coup, on comprend la position des étoiles. C'est pareil. Je pense, c'est mon point de vue, ça. J'ai des collègues qui seraient vraiment pas ravis que je dise ça, mais... Pour la question que je voulais poser, c'était notamment sur la matière noire. Il paraît, enfin, ce que j'ai lu, du moins, c'est que la matière noire influençait effectivement physiquement la rotation des galaxies, que les galaxies qui étaient plus petites, et qui tournaient plus vite que celles qui étaient grandes. La matière noire, elle est prouvée, c'est vrai. Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, c'est pas que la matière noire est prouvée. Ce qui est prouvé, c'est que la loi de Newton ne marche pas parfaitement. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on sait de la gravitation, c'est cette fameuse force de Newton, c'est les corrections que j'en fais de Einstein. Eh bien, ça marche pas. Ça marche si on regarde le système solaire, ça va. Mais ça ne marche plus. Et finalement, quand on regarde les rotations de galaxies, il y a plein d'autres exemples. Hein. Je peux faire un exposé entier, on peut faire une conférence sur ce sujet-là. Et le point commun de toutes les observations où ça ne marche plus, c'est quand les champs de gravitation sont très très faibles. Voilà. Un plus petit que 100 milliards de fois plus petit que la gravitation ici. Et voilà, et c'est ça le truc. Alors, à nouveau, 2 approches. Celle à la Ptolémée, de beaucoup de collègues de physique, c'est de dire... et tout ça, ça revient... L'anomalie, c'est quand je suis dans des champs de gravitation très très faibles, la gravitation que je mesure est plus forte que prévu par Newton.
Et donc, pourquoi elle est plus forte? Parce qu'il y a un peu plus de masse, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc il y a deux approches, c'est de dire, il y a de la masse qu'on n'observe pas, de la matière noire, des particules exotiques, des trucs à la Ptolémée, là, et l'autre approche, c'est de dire, non, la gravitation est modifiée, et pourquoi? La loi de Newton est changée, ou bien c'est pas la loi de Newton, c'est peut-être le vide quantique qui vient s'ajouter. Et dans ce cas-là, c'est pas du perlimpinpin, le vide quantique, on le connaît, on l'a par ailleurs, c'est pas exotique, c'est pas des particules exotiques, c'est dans nos modèles standards de la physique. Donc voilà. Et c'est ça la troisième approche qui est potentiellement intéressante. C'est de se dire, c'est ça qui manque dans la théorie, évidemment de Newton, bon, c'est sûr, mais d'Einstein. Mais ce vide quantique, il fait quoi aussi? Il doit contribuer. En masse, comment? Mais c'est vachement difficile. Et en fait, personne n'a encore la réponse. Hein. Alors là, c'est un gros point d'interrogation. C'est la constante d'Einstein, en fait. Alors voilà, mathématiquement, ça se traduit par une constante dans une équation. Mais bon, est-ce qu'une constante suffit à dire j'ai tout compris? Je ne pense pas. C'est juste, ça reflète notre incompréhension. Une dernière question avant qu'on passe au pot, peut-être? Ouais. Alors, dans ce cas-là, on passe au pot. Merci infiniment.